bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Merci de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. C'est votre premier CPP. Merci d'être venu. Hassan Qadi avec nous également. Bonsoir. Et Jafar Lakhdari, merci d'être avec nous. Vous êtes militant associatif, membre aussi de l'IDA 22. Nous allons commenter ensemble l'actualité politique de la semaine. On commence par l'image de la semaine. Maître Rahmouni, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je dirais que c'est du 3 en 1 en même temps. La pluie qui revient, qui s'installe, ainsi la nature reprend ses forces et son énergie. Surtout en Kabylie, on voit des petits bourgeons venir remplacer cette hécatombe qui est passée par là. Deux, c'est réellement ces intempéries qui ont bloqué des routes, encore une fois, principalement à Alger, dans la capitale, mais aussi dans les autres wilayas du pays. Et trois, c'est Tchirtchoukaf Baroueta, c'est réellement un fait divers et une caricature à la fois qui nous renseigne du degré de la décadence de la vie politique en Algérie, mais aussi de la gestion d'une campagne électorale qui est censée être dans des pays qui se respectent, des campagnes pédagogiques, lucides à la fois. Et on se retrouve devant cette image décevante de ce qu'est devenu la politique chez nous. Merci, Maître Rahmoun. L'image de la semaine, Jafar Lakhdari. Eh bien, je rebondis sur ce que vient de dire monsieur. Il y a un petit événement politique récent. C'est le discours de Saïd Saadi à Paris, qu'il a fait devant une assemblée assez importante. Et c'est un discours, je trouve, de très haute tenue, un discours qui fera date. Alors, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de passages de ce discours, mais je suis d'accord sur l'essentiel. Et il rappelle ce qui nous manque désespérément dans la vie politique algérienne, c'est d'avoir des gens qui ont un certain calibre, qui sont capables d'avoir une certaine hauteur de vue, de prendre conscience des enjeux profonds d'une crise et d'apporter des perspectives et des solutions. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, aujourd'hui. Il y avait avant Hosni Ait Ahmed, il y a eu des leaders comme ça qui avaient cette stature. Et donc, je salue cette performance et c'est ce qui nous manque. L'image de la semaine, selon vous, Hassan Qadi? Alors, c'est une image très, très personnelle. L'émotion très forte que nous avons ressentie à quelques collègues qui sont allés se recueillir sur la tombe d'Ali Bey Boudouha. Ça fait 10 ans, le 9 novembre dernier. Hier, que notre collègue est parti trop tôt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Ali Bey Boudouha, grand journaliste devant l'Éternel, grand journaliste de la radio publique pendant de longues années, ensuite correspondant de RFI, l'équipe de La Nation, l'équipe du journal du FFS, Libre Algérie. Jusqu'au bout, c'est resté un grand professionnel et cofondateur de l'agence qui édite Radio M et Maghreb Émergent. Comme quoi, nous ne venons pas de nulle part. Voilà, il y a un pédigré, il y a une ADN. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer sa famille et de passer un moment avec lui pour évoquer sa mémoire et l'empreinte qu'il a laissée. Voilà, c'était un hommage que nous devions faire à Ali Bey Boudouha, qui a disparu depuis 10 ans. Nous commençons ce café presse politique avec l'actualité du jour et même du moment. C'est le limogeage du général-major Qaïdi, qui était directeur de l'emploi et de la préparation au ministère de la Défense. Un homme qu'on présentait depuis des mois comme très puissant, comme un des militaires les plus puissants de l'état-major et du ministère de la Défense, aujourd'hui limogé, toujours pas envoyé ou muté quelque part. Il y a des rumeurs ici et là. Comment on peut, selon vous, Jafar Lakhdari, déjà accueillir cette information inattendue, celle du limogeage du général-major Qaïdi? Écoutez, moi, vous savez, sur ce sujet, en général, je m'abstiens de commenter parce que, par définition, nous n'avons pas des informations complètes qui nous permettent, donc on ne peut que spéculer. Ceci dit, il y a une chose qu'on peut dire. Alors, il y a une chose qu'on peut dire, et qui est quand même assez, parce qu'il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans un régime qui prétend être un régime civil, dans lequel les nominations militaires sont faites par des civils, etc., etc. Ça a été répété récemment dans un grand journal européen. Et que voit-on? La communication politique dit exactement le contraire.
on est un des rares pays au monde où toute nomination à des postes militaires est un événement politique commenté par tous les politiques. C'est-à-dire que tout le monde est conscient que c'est là que ça se passe. C'est ça le véritable sens de ces mutations, etc. On voit partout ailleurs, mais on ne sait même pas qui sont on ne sait même pas qu'existent des postes comme celui-ci. Et ça n'est pas un événement d'avoir un changement, un remplacement à la tête de l'état-major ou à la tête de la gendarmerie ou à la tête d'une région militaire. Mais en Algérie, si. Voilà. Et donc, et sans compter, bien entendu, vous n'avez qu'à ouvrir un journal télévisé, etc., on voit bien l'hypertrophie de l'institution militaire dans la vie politique. C'est une réalité. Donc il faut la prendre en compte. Et ça, encore une fois, il y a un écart abyssal entre le discours et puis la réalité qui est là, qui est ostensible. C'est évident. Voilà. Donc, ce qui vous interpelle le plus, c'est le fait qu'on en parle beaucoup de ces nominations oui, mais on en parle pour de bonnes raisons. Ouais. On en parle pour de bonnes Hassan, raisons. Moi, je voulais rester... Qaïdi, oui. Oui, je voulais rester peut-être quelques secondes sur le making-of de cette décision, en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé donc, la semaine dernière, le 1er novembre, à côté de Bir Lahlou. Il faut se rappeler que l'information avait été donnée par des sites, notamment par notre collègue de MENA Défense, Akram Mkhrif, et que la présidence a tardé à réagir. Et moi, de ce que je sais, c'est qu'au départ, la présidence n'était pas au courant. La cellule de communication de la présidence n'était pas au courant de ce qui était arrivé, mais vraiment pas du tout au courant. Et donc, il y a des canaux. Bon, dans le cas de cette affaire-là, c'est l'investigation de journalistes. Hein. Akram a expliqué comment il a remonté l'information à partir des images, des plaques d'immatriculation, et qu'il a été appelé à Ouargla pour finalement parler aux propriétaires des camions. Dans le cas du départ de Mohamed Qaïdi, les lectures que nous, on peut faire, c'est par où est venue l'information, pour essayer de comprendre à quoi ça correspond. L'information est venue par la DSI. Je le dis, je l'assume. La DSI a donné l'information à un journal qui est devenu très proche d'elle, Tarq News, qui est le premier à l'avoir sorti, Tarq News, qui est le canal aujourd'hui par lequel passe ce type d'information, qu'il a reçu en premier. Et donc, moi, ma lecture, c'était, en général, on ne donne pas aux médias une information qu'on n'a pas aimée, qui est contraire à nos intérêts. Et donc, c'est sorti, bon, il faudrait voir aussi le niveau de détail de ce making-of, mais moi, je l'ai d'abord perçu comme un problème à l'intérieur de l'ANP sur comment traduire le communiqué de la présidence qui dit que ce qui s'est passé au Sahara occidental va rester impuni. Quand on dit cela, on se retourne vers l'état-major de l'armée, et l'état-major de l'armée se retourne vers la programmation et vers qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et peut-être qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce qui a été prôné jusqu'à maintenant et affirmé à travers toutes les manœuvres que l'ANP a fait, et puis les opérations de terrain. Autre hypothèse, parce qu'on ne peut que spéculer sur cela, il peut y avoir des divergences sur qui doit porter cette fameuse impunité et la sanctionner sur le terrain. Et peut-être qu'il y a des gens dans l'ANP qui ne sont pas d'accord pour que ce soit l'ANP qui le fasse. J'aimerais bien que ce soit la majorité d'ailleurs qui porte ce point de vue. Donc on peut imaginer, c'est arrivé à un moment qui est totalement lié à la crise avec le Maroc. Donc moi je le vis comme ça. Maintenant, on n'est pas sûr que ce soit totalement une éviction. Parce qu'il y a aussi la possibilité que Mohamed Qaïdi, qui a été vanté effectivement comme étant un cadre compétent, etc., soit transféré vers des missions opérationnelles qui, elles, signifieraient qu'au contraire, on est en train de déployer une feuille de route de riposte. Mais pour moi, l'interprétation que j'en fais à ce stade-là, c'est que c'est totalement lié avec la crise au Sahara occidental. Donc c'est une sanction. On le saura s'il n'est pas affecté à un autre poste qui soit plus en relation avec l'opérationnel. Voilà. Aïssa Rahmoun, oui, effectivement. Est-ce que c'est un tournant? Un tournant, je ne pense pas. Et puis, on ne peut pas se prononcer réellement, sachant l'opacité dont la chose politique, mais aussi la chose militaire est gérée en Algérie. Je suis tout à fait d'accord avec C. Jafar qui dit un événement placer un militaire dans une direction importante ou le dégommer carrément est une prouesse politique, est un événement politique en Algérie. Là, les casquettes se sont renversées, le politique qui commente le militaire et le militaire qui fait de la politique. Donc les rôles se sont renversés à la fois. Chose est sûre, c'est que l'âge du général-major Qaïdi, il a la soixantaine. Ça demeure, il demeure un cadre jeune de l'armée.
Le poste qu'il occupait, il est directeur, c'est ce que je suis en train de Directeur faire. de l'emploi et de la préparation. Un militant qui commente les choses militaires. C'est ce que je suis en train de faire. Il est à la tête d'une direction très importante, c'est l'opérationnel. Et quand on dit l'opérationnel, c'est la proximité avec la base militaire. Maintenant, est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé au Maroc ou non, ou là c'est une autre guéguerre de sérail de l'état-major de l'armée? On ne peut pas le confirmer. Parce que là, et d'ailleurs on pose la question, le budget alloué à l'armée, les différents marchés d'achat d'armes, est-ce que le peuple algérien est au courant de ça? Est-ce que la PN, à une institution, l'Assemblée nationale populaire, est-ce qu'elle a le droit de regard en tant qu'institution, le droit de contrôle, le droit de regard, le droit de suivi de tout ce qui se passe en termes de marché? Donc c'est toutes ces questions qui refont surface à la fois. Les retombées sur la crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, je ne pense pas que l'éviction du général-major Qaïdi va avoir une incidence quelconque sur les relations diplomatiques qui sont déjà rompues. Probablement que ce soit une défaillance par rapport à l'information. D'ailleurs, si Hassan l'a confirmé, que même la présidence n'avait pas eu l'information, si ce n'était le travail de Akram par rapport à cette agression militaire fait Bir al-Hlo. Et cela nous amène donc à parler de l'actualité dans le Maghreb et de cette crise ouverte entre l'Algérie et le Maroc, quelques semaines seulement après la rupture des relations diplomatiques. Déjà, pour revenir, Ihsan, à une polémique vraiment injustifiée qui a éclaté la semaine dernière suite à ce CPP, au dernier café presse politique, lorsque vous avez parlé donc du Polisario et de Bellahlo, des auditeurs marocains vous ont attaqué. Alors, est-ce que c'était un malentendu? Vous avez l'occasion aujourd'hui de vous expliquer et de mettre fin à cette politique totalement stérile. Allez-y. Oui, il y a même eu une manipulation. Enfin, je ne pense pas que ce soit juste de simplement. Oui, dans l'extrait. Manipulation des images, et de dans l'extrait. l'extrait. Parce que dans le même extrait, je cite les scénarios d'escalade et tout de suite après, je cite les scénarios des escalades. Et dans la transition, je dis que les scénarios d'escalade, ce n'est pas ceux que je souhaite. Je ne les souhaite pas. Et j'enchaîne sur si on reconnaît qu'il y a une bavure, s'il y a des excuses, peut-être que ça peut calmer très vite les choses, etc. Mais tout ça a été évincé. Et bon, je ne sais pas, mais il y a quelques semaines, il y a eu le chef de l'AQMI qui a été abattu par l'armée française dans la région du Sahel. Et il se trouve que c'est quelqu'un du Sahara occidental. Hein. Et sur les plateaux de télévision, je me rappelle qu'on avait posé la question à quelqu'un, un expert des questions sécuritaires, un peu comme nous, on commente l'actualité, et dire qu'est-ce qui peut se passer maintenant, quels sont les scénarios, notamment les scénarios de représailles de l'AQMI, quand il avait dit il peut y avoir encore des attaques de positions dans la zone des trois frontières, ou à Ouagadougou avec les hôtels, etc. Quand on fait ce pronostic-là, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on souhaite. Et la question que tu m'avais posée, Khaled Darani, c'était quel est le scénario? J'avais dit le scénario, ce serait qu'aujourd'hui, à nouveau, la route commerciale de Guerguerat, qui était à l'origine de l'arrêt du cessez-le-feu, parce que les phares sont sortis du mur pour disperser ceux qui gênaient en civil, hein, mais soutenu par le Polisario évidemment, on peut revenir à ce scénario, l'insécurisation de cet axe routier, parce que ce qui s'était passé, c'était l'insécurisation d'un autre axe routier pour rester dans le parallélisme des formes. C'était un commentaire sur ce qui risquait de se passer, mais ce n'était pas mon souhait. Évidemment, nous sommes déjà rentrés dans une confrontation de propagande pour dire que les Algériens, y compris ceux qui sont supposés être de l'opposition, sont des va-t-en-guerre, ce qui n'est pas du tout le cas, et je tenais à le rappeler ici. Mon scénario favori, c'est un scénario qui est très complexe, qui suppose de l'ouverture, de l'intelligence politique, de la démocratie en Algérie. Ce scénario-là, malheureusement, aujourd'hui, il est plutôt derrière nous. C'est pour ça que je suis sceptique quand même sur l'avenir. Jafar Lakhdari, comme a dit Ihsan Qadi, la confrontation algéro-marocaine, elle est là aujourd'hui, elle est politique, elle est médiatique, elle est diplomatique. Nous souhaitons qu'elle ne dépasse pas ce stade-là pour devenir une confrontation militaire. Est-ce que vous êtes optimiste ou sceptique? Objectivement, je suis prudent, réaliste, sceptique plutôt. Il faut vous rappeler que vous connaissez bien le Maroc, vous y avez vécu plusieurs années. Il y a bien longtemps. Ouais. Mais bon, suffisamment pour comprendre, à la différence de beaucoup de mes compatriotes, malheureusement,
comprendre pourquoi le Maroc ne transigera jamais sur cette question du Sahara, ce que l'on ne veut pas comprendre. Et ce n'est pas, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas le Marzen. Ce n'est pas le Marzen, c'est le Maroc. C'est les forces politiques marocaines, toutes les forces politiques marocaines, de la gauche jusqu'à la droite. Et pour de bonnes raisons. Il faut connaître l'histoire du Maroc, on ne le connaît pas, malheureusement, on est dans une ignorance mutuelle. Il faut comprendre pourquoi le Maroc ne transigera pas sur cette question. Il considère le Sahara comme étant partie intégrante de son territoire. C'est un pays qui a été non pas colonisé, mais morcelé, démembré. Et s'il avait suivi les règles du droit international, le Maroc n'existerait plus aujourd'hui. Donc c'est une histoire particulière, comme d'ailleurs chaque pays du Maghreb a connu une colonisation singulière. L'Algérie a été intégrée en tant que département dans un pays, et nous avons mené un combat tout à fait différent de ceux qu'ont mené nos voisins, et il aurait été souhaitable, et c'était l'esprit des pères fondateurs du nationalisme au Maghreb, de coordonner tous nos efforts pour que chacun puisse trouver une solution par rapport à ces présences coloniales sur chacun de leurs territoires. Malheureusement, cette solidarité ne s'était pas exprimée, et le résultat, c'est que le Maghreb n'est plus. C'est ça qu'il faut déplorer. Et je ne désespère pas, parce que je considère que la politique qui a été engagée sur cette affaire est un fiasco complet, un fiasco militaire, un fiasco diplomatique et un fiasco politique. Il est temps, ici on a invité une personne qui a fait allusion au fait que peut-être qu'au Maroc on manquait d'attributs virils pour prendre de bonnes décisions. Eh bien moi je retourne l'opinion. Je pense que c'est en Algérie peut-être qu'on manque de courage pour dresser un véritable bilan de cette affaire. Au général Nazar, c'est ça? Parce que le général Nazar a dit quelque chose qui sort du... Pour le commentaire, je pensais de parler de quelqu'un qui était ici. Non. Alors maintenant, pour ce qui est... Effectivement, non mais en Algérie, il y a toujours eu deux approches par rapport à cette question, jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent, et je fais partie de ceux-là, et je suis dans la lignée de ceux-là, qui pensent que ce problème doit trouver une solution dans un cadre maghrébin. Et que l'objectif stratégique, notre intérêt stratégique à nous en tant qu'Algériens, c'est le Maghreb. Tout ce qui peut contrarier le Maghreb doit être écarté. Et cette politique que nous avons menée a amené à la destruction du Maghreb avec tous les risques stratégiques qui y sont liés. Parlez aux Libyens, parlez aux Tunisiens, lorsqu'ils peuvent vous parler librement, et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Je ne parle pas du reste du monde arabe qui considère que cette affaire est une folie et que l'Algérie qui donne des leçons en matière d'unité ferait bien de commencer par... Ça veut dire que vous remettez en cause tout un processus international qui est au niveau des Nations Unies sur un référendum d'autodétermination qui a été aussi approuvé par l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc. Absolument, mais je vous rappelle, la récente résolution 2602 rappelle le contexte actuel de ce problème. Ce n'est pas la question du référendum qui pose problème. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne connaissent pas le fait de porter la question de la décolonisation du Sahara occidental en 1964 a été porté par le Maroc. C'est le Maroc qui a posé la question. La première revendication concernant le référendum, c'est encore le Maroc qui l'a fait. La question n'est pas tellement la question du référendum, c'est la question de qui vote. Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui 600 000 habitants au Sahara occidental et 200 000... Chacun réclame l'authenticité de ces citoyens. Il faut savoir qu'il y a un problème de fond. Alors maintenant, abordons la question de fond. Au recensement de 1975, il y avait 75 000 personnes recensées par les Espagnols, c'est-à-dire c'était des gens qui ont été recensés pas seulement par les Espagnols, mais aussi par la FAO. 75 000 personnes. Quand vous avez une population aussi minuscule sur un territoire aussi vaste, toutes les manipulations sont possibles. Et c'est ça le fond du problème. On dit souvent que la lutte... On comprend, l'Algérie a des principes, et c'est très bien. La décolonisation, la liberté, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans des configurations comme celle-ci, l'autodétermination est en réalité souvent le prétexte qu'utilise l'impérialisme pour démembrer des pays. C'est le cas, par exemple, au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne l'a fait avec les pays du Golfe, les Émirats, le Qatar, le Koweït, des petites enclaves, pour éviter que l'Irak dispose d'une puissance pétrolière conséquente. Donc on crée des enclaves, on donne à des chefs de tribus des territoires,
et ça fait ensuite des pays, vous connaissez la suite. Quand vous avez ces petits... Vous savez, par exemple, il y a un autre cas que je peux citer. C'est le cas de Ceuta Melilla. Tout le monde reconnaît que ce sont des enclaves coloniales et personne ne conteste que normalement ça doit revenir au Maroc. Eh bien, si vous faites un référendum d'autodétermination aujourd'hui à Ceuta Melilla, vous obtiendrez un vote majoritaire pour l'Espagne. Ça a été fait, ce n'est pas un cas de figure théorique. Juste en face, il y a une autre enclave coloniale qui est Gibraltar, que les Espagnols réclament. Alors il y a tout un jeu très complexe, bon, je ne veux pas le temps de rentrer dans le détail, entre l'Espagne, le Maroc et la Grande-Bretagne autour. Eh bien, les Espagnols revendiquent cette enclave. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les Britanniques? Ils ont organisé 2 référendums, en 1967 et en 2002. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, la majorité, 98% de la population, majoritairement d'origine espagnole, ont souhaité que ça reste une colonie. C'est ce qui se serait passé aussi si, par exemple, à Hong Kong, on avait fait un référendum. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, Thatcher, avait demandé aux Chinois de faire un référendum pour prolonger la concession. Les Chinois ont refusé. Donc on a des situations où les processus de décolonisation, ça ne signifie pas forcément un référendum. Surtout quand des tierces parties rentrent dans le jeu et brouillent les cartes. C'est ça la véritable question de l'affaire du Sahara. Bien sûr. Ihsan, puis Issa Rahmoun. Je ne sais pas, peut-être que... Moi, c'était une mise au point, donc je peux lui répondre. Moi, Oui, la bien première sûr. intervention, Oui, non, moi je pense que sérieusement, on ne peut pas laisser dire que le Maroc ne transigera jamais sur le Sahara occidental. Ça ne tient pas à l'examen de l'histoire. Le Maroc a déjà transigé sur ça occidental dans la réunion, le fameux sommet de novembre 1975 à Madrid. Il a accepté que plus d'un tiers du territoire revienne à la Mauritanie. Il a déjà transigé sur une partie du territoire en construisant son mur et en laissant entre 22 et 28% de ce territoire-là en no man's land qui aujourd'hui, selon les camions algériens ont circulé dessus, peut-être qu'ils n'auraient pas dû le faire depuis le 14 novembre dernier parce que c'est redevenu une zone de guerre. Moi, j'ai circulé dessus en 1996 pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai vu le mur à 3 km. C'est pas un territoire de la souveraineté marocaine. Et aujourd'hui, 46 ans après, c'est toujours un problème devant les Nations Unies. Moi, j'entends bien les arguments de Jafar sur qu'est-ce qui est l'intérêt de l'Algérie. Oui, qu'est-ce qui est l'intérêt de l'Algérie au moment où ça... Il y a deux grandes manières, pour être très clair, de construire ce Maghreb-là. Il y a la manière dont Boumediene l'a développé dans un contexte de guerre froide. Ça vaut ce que ça vaut. Ça a créé un rapport de force militaire, je suis désolé. Moi, j'ai malheureusement croisé des officiers marocains détenus à Tindouf qui n'étaient pas rentrés chez eux depuis 20 ans. Et de l'armement marocain, de l'armée marocaine des phares qui était ramené sur le territoire algérien. Ça a donné des résultats. Le Maroc était obligé de reconnaître le Polisario, pas la race, mais le Polisario pour négocier avec. Et depuis, on est dans ce processus. Après, ça a ses limites, parce que ça n'a pas débouché sur le référendum d'autodétermination, notamment à cause du conflit de qui a le droit de voter, etc. Cette option-là, Chadli Ben Jedid l'a dépassée. Il est allé vers une autre option, c'est OK, on fait statu quo. Entre-temps, les Marocains ont construit le mur entre 80 et 87. Les avantages, on va dire, de la guerre et de guérilla n'étaient plus les mêmes après la construction de la guerre. Et on est rentré dans un autre type de processus. Ce processus, il était cohérent. C'est celui que je soutiens, c'est celui que j'espère et c'est celui que je défends de mes voeux depuis que je suis journaliste, construisant le Maghreb pour faire en sorte que la question sahraoui devienne une question relativement secondaire sur laquelle les Marocains sont obligés de faire des concessions. Ils sont obligés de faire des concessions parce qu'il y a des Sahraouis qui ne veulent pas devenir Marocains. Il faudra bien tenir compte de ce... parce qu'on a... Al-Khadari a cité tout le monde, sauf les Sahraouis qui ne veulent pas devenir Marocains. Et on est obligé de tenir compte de cela. Après la formule... Oui, la formule aujourd'hui. Hein, l'autre voie, c'est celle de Chadli, malheureusement. Elle s'est arrêtée en 1994 parce que l'Algérie... C'est la seule possible. C'est la voie royale. C'est la voie royale. C'est la voie royale. Aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Et si je pense, Jafar qui n'est pas réaliste, aujourd'hui, cette voie-là, Bouteflika l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il n'a pas eu le courage, et c'est lui, à la limite, si on devait reparler de ces fameux attributs qui a manqué de courage, il n'a pas ouvert la frontière terrestre. Pourquoi il n'a pas ouvert la frontière terrestre? Il est allé à l'enterrement de Hassan II. Il aurait dû ouvrir la frontière terrestre, recréer des liens, laisser les populations se croiser, les investissements se croiser, les biens, les marchandises circuler, etc. Il a refusé de le faire. Il est resté au milieu du gué. Et en même temps, il a empêché le Polisario de se réarmer et de reprendre la lutte. Parce qu'à un moment donné, le Polisario voulait reprendre la lutte. Bouteflika ne voulait pas en entendre parler. Il a
affaibli le Polisario, de sorte qu'il a affaibli la position de l'Algérie. Parce que ni on a déployé la solution maghrébine d'intégration que je souhaite et qui est la voie royale et qui est la vraie solution, ni il a permis la solution du temps de Boumediene, du harcèlement, Donc, pour créer un rapport de force. vous êtes en Et train de aujourd'hui, dire- c'est vrai que le Polisario est en position de faiblesse. La preuve, depuis une année qu'il a clamé la fin de cessez-le-feu, c'est plutôt lui qui subit les coups. Et dans son sillage, les Algériens ont aussi subi des coups. Voilà. Vous dites que Bouteflika aurait dû réarmer le Polisario. Il aurait dû faire l'un ou l'autre. On ne peut pas ne faire ni l'un ni l'autre. On ne peut pas ne pas construire la solution d'intégration que nous souhaitons et puis en même temps affaiblir l'élément qui permet de faire bouger les lignes. Parce que quand on parle de guerre de guérilla du Polisario, que je ne souhaite pas, encore une fois, on va me dire j'appelle à des actes terroristes, etc. Mais moi j'ai vécu cela, je connais ça. Dans les années 70, les années 80, ça se passait comme ça. Quand on empêche le Polisario de faire ça et d'avoir les éléments pour le faire, les instruments militaires pour le faire, eh bien le Maroc n'a aucune raison de faire de concessions. Il ne veut même plus rencontrer le Polisario. Le Maroc rencontrait le Polisario il y a 15 ans en B2B. Aujourd'hui, la dernière résolution des Nations Unies, qui est un grand échec pour M. Al-Amamala, qu'on nous présente comme étant le grand faiseur de miracles à l'international, qui est un grand échec et qui a été voté par des alliés de l'Algérie, cette résolution fait réintroduire l'Algérie, fait réintroduire comme une partie du conflit autour de la table. Mais Voilà. qu'elle est de facto, soyons sérieux. Maître, Mais juste un point, Rapidement, je viens de dire, et il n'est pas question de sacrifier les Sahraouis dans cette affaire, bien entendu. Il n'y a pas de solution viable sans que les intérêts politiques et même nationaux des Sahraouis soient considérés et pris en compte. Ça, c'est clair. D'où la complexité du dossier. Absolument. J'ai écrit une contribution qui a été publiée dans lequel tous ces éléments sont pris. C'est un dossier très complexe, c'est assez difficile d'en parler comme ça dans le feu de l'action, mais j'ai tous ces éléments là-dedans, je tiens à voir, ça s'appelle la parole des aveugles. Aïssa Rahmoun, donc sur cette question du Sahara occidental, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement aujourd'hui dans la région ? Risque d'embrasement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir aussi que dans l'armée algérienne, est-ce qu'il y aurait des troupes qui accepteraient de servir comme Chérakanan et puis aller à la frontière marocaine. D'une part, ça a été le débat aussi, je pense même chez vous à Radio M, lorsqu'on a dit que l'armée algérienne va remplacer l'armée française au Mali. Ça a créé quand même une polémique au niveau de la population, au niveau de la classe politique, mais aussi de la société civile. Ceci dit, je dirais que c'est l'échec de tous les systèmes confondus, que ce soit le système marocain, le système algérien, tunisien, le Grand Maghreb. On est dans une radio qui s'appelle la Petite Radio du Grand Maghreb. Ce grand Maghreb, est-ce que les dirigeants de ces pays du Maghreb ont réussi à créer, effectivement, comme c'était l'énoncé de l'étoile nord-africain de 1926, qui était le rêve des Algériens installés en France particulièrement, ce grand espace économique, diplomatique, politique, militaire, cette grande puissance qui est le Grand Maghreb. La réponse est claire et nette et précise. La réponse, c'est l'échec de la diplomatie de tous ces pays. C'est l'échec des politiques entreprises par tous les gouvernements, par les décideurs de ces pays. La résolution de 1514 des Nations Unies, qui incitait la communauté internationale, les États du monde, à dépêcher la décolonisation et la confirmation de l'autodétermination des peuples colonisés ou sous la domination d'un autre pays, reste le cheval de bataille de l'État algérien. Sur deux chapitres, le cas palestinien et le cas sahraoui, il faut dire que c'est l'échec de la diplomatie du monde arabe, d'une part, quand on voit que la normalisation des relations avec Israël arrive du Koweït, de Qatar, de Bahreïn, des Émirats, du Maroc, de la Libye et probablement bientôt la Tunisie, il faut dire qu'à un certain moment, le monde arabe a échoué. D'une part. D'une autre part, l'Algérie, diplomatiquement, a aussi échoué sur la question du Sahara occidental. Nous avons nos Marocains, ils ont leurs Algériens. C'est ce qui empêche réellement que la question du Sahara occidental, de la construction de ce grand Maghreb, le Maghreb des peuples, le Maghreb économique, le Maghreb de l'épanouissement des populations, qui sont sous l'emprise dominatrice, aveugle des dirigeants, que ce soit marocains, que ce soit algériens, tunisiens et autres. Devant ces régimes, ces pays que j'ai cités qui forment ce grand Maghreb, on est tous des kahlarras, en fin de compte.
des populations dominées par des régimes qui refusent de se parler, par des régimes qui refusent de construire des aires, une région, et c'est pour cela qu'on arrive aujourd'hui à cette situation chaotique où les Maghrébins, ces Amazirs, n'arrivent plus à se parler, à se comprendre et à entreprendre. Est-ce que le roi du Maroc a commis une faute dans son dernier discours lorsqu'il n'a pas dit un mot sur les 3 Algériens qui sont morts près de Bir Lahlou? Bon, c'était un discours apaisant, mais ce n'était pas un discours de reconnaissance des faits. Est-ce que c'est une erreur selon vous? À ma connaissance, au Maroc, on ne reconnaît pas encore officiellement une responsabilité directe. Donc s'il l'avait fait, ça aurait voulu dire qu'il reconnaissait la chose, bien qu'il y ait assez peu de doutes sur l'origine de ces graves incidents. Mais encore une fois, il a une position logique par rapport à l'attitude globale de l'État marocain par rapport à cet événement. Bon, et qu'il faut lui rappeler, ça s'est passé quand même si effectivement c'est une route commerciale facilement empruntée, mais il y a quand même, depuis novembre 2020, c'est une zone de guerre. Donc on ne peut pas non plus oublier cet aspect. D'ailleurs, dans ta première intervention au CPP, tu l'avais cité, tu t'étais même posé la question si quelque part il n'y avait pas eu une provocation. Voilà, je te rappelle ce que tu disais à cette époque. Donc effectivement, il faut analyser froidement les choses, on peut se poser objectivement la question. Enfin, ma question, c'était pourquoi le Polisario laissait passer les commerçants sur une zone qui était... Ce qui ne justifie pas, parce que on n'est pas attaqué que par le Doubab marocain, on est surtout attaqué au départ par le Doubab algérien, ce qui ne justifie pas l'assassinat de ces commerçants. Bien entendu, Quelle était la réaction des autres États? On n'a pas vu de réaction. C'est assez silencieux, parce que c'est... Il faut pas perdre de vue, tu as dit, il ne faut pas perdre de vue quand même que dans l'escalade, il y a une première route commerciale qui a été coupée avant que celle-là soit attaquée. Et j'avais fait le lien, c'est le GME. C'est le GME, c'est important. Et d'ailleurs, j'ai un peu le gaz Maghreb-Europe, le gazoduc Maghreb-Europe, et l'arrêt des livraisons, j'ai l'impression que ça n'a pas été suffisamment apprécié. Le préjudice porté à l'économie marocaine a peut-être été sous-évalué. Parce qu'il y a un discours un peu bisounours du côté marocain pour dire nous, on a déjà prévu cela depuis longtemps, et 900 millions de mètres cubes pour les centrales électriques marocaines qui manquent d'un coup, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment pris c'est extrêmement gênant. Et donc, en fait, dans l'escalade, on est passé à autre chose, c'est-à-dire l'axe Algérie-Nouakchott, c'est pas le même niveau de business. Aujourd'hui, il est précarisé et on est dans un phénomène d'escalade extrêmement préoccupant. Il faut espérer que on revienne à la raison et que cette volonté de riposter sur le même avec le même vecteur, c'est-à-dire par les armes et par l'escalade martiale, que ce ne soit pas ça qui soit retenu, qu'on laisse travailler M. Lamamra. Oui, alors... Ne jamais oublier les enjeux, parce qu'en dehors de la question Algérie-Maroc, qui est déjà extrêmement importante, c'est toute une région de plus de 100 millions d'habitants, qui est la seule région homogène, ethniquement, culturellement, de toute la région méditerranéenne, qui a vraiment vocation à créer un ensemble intégré. Et par un fait exprès, sur une affaire, excusez-moi, mais mineure, archi-mineure, on a fait exploser le Maghreb. C'est ça la situation aberrante qui fait que tous ceux qui ont conscience de l'intérêt stratégique du Maghreb pour ses habitants sont scandalisés par cette beaucoup de personnes vont considérer qu'une affaire de décolonisation ne peut pas être considérée comme un incident mineur. Non, c'est pas de ça que je parle. On est dans le contexte de 75. On parle bien d'une décolonisation, la question est de savoir laquelle. Oui. Je suis bien d'accord qu'il y a une décolonisation, mais laquelle? Celle du Sahara. Oui, mais laquelle? En 75, la marche verte, les populations sahraouies qui filent devant l'armée marocaine, etc. On ne peut pas considérer que ce soit mineur. C'est clair. Côté marocain, il n'y a pas eu d'excuses ou de reconnaissance ou de regret comme cela a été attendu. Il y a eu par contre du côté français hier avec ce communiqué du palais de l'Élysée à Paris concernant les dernières déclarations du président français lorsqu'il avait mis en doute l'existence d'une nation algérienne. Alors je pense que vous avez tous lu le communiqué. Emmanuel Macron regrette la polémique et les malentendus avec l'Algérie et a le plus grand respect pour la nation algérienne. C'était un mois après avoir accusé le système politique
politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle et avoir déclaré que la construction de la nation algérienne était un phénomène à regarder. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un rétropédalage, comme un retour en arrière des propos du président français vis-à-vis de l'Algérie? Oui, on peut considérer ça comme un retour en arrière. Après la visite du président italien et puis après la réunion du chef de l'État avec les ambassadeurs et les responsables consulaires algériens, là où on remarque les recommandations et orientations du chef de l'État en disant qu'il faut s'ouvrir davantage vers la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique. C'est comme si, ça me rappelle cette belle chanson de Jacques Brel qui chantait au suivant. C'est en l'heure on regrette d'avoir raté l'école. C'est comme si l'Algérie est devenue aujourd'hui un corps qui est prêt à se vendre pour tout le monde. Et là, la question qui se pose, ce n'est pas un raccourci ni une lecture très simpliste. Macron a aussi essuyé des attaques de la gauche française, mais aussi de la droite française, quant à ce genre de déclaration. J'ai vu aujourd'hui quelques publications sur les réseaux sociaux disant que Tebboune refuse de répondre au coup de téléphone donné par le président français. Réellement, c'est toujours la diplomatie algérienne qui est le premier chef de file de diplomatie d'un pays. C'est le président de la République. Ce n'est même pas le ministre des Affaires étrangères. Et quand on voit la légèreté, quand on voit la manière avec laquelle le chef de l'État répondait à des questionnements d'un journaliste allemand sur la rupture des relations diplomatiques avec la France. Aujourd'hui, les relations diplomatiques ne sont pas rompues. L'Algérie avait convoqué son ambassadeur, elle n'avait pas rappelé son ambassadeur. Et on reste dans l'isolement total au niveau international. Maintenant, bon, que le président de Macron fasse ses excuses ou cet aveu, ce regret à l'égard de la nation algérienne est un pas assez important pour l'Algérie et pour les deux rives. Un tweetos algérien s'interrogeait hier en disant comment est-ce qu'un homme peut dire quelque chose et son contraire en si peu de temps. Est-ce que ça s'applique au président français de dire une chose et son contraire après avoir dit la nation algérienne, eh bien, sa construction est un phénomène à regarder, et après il dit que j'ai le plus grand respect pour la nation algérienne? Moi, je pense que le président français a fait une faute politique. Il ne s'est pas rendu compte de son ampleur. Au moment où il a parlé il s'est posé la question de l'existence de la nation algérienne avant l'invasion française. Bon, il s'est laissé intoxiquer par le discours dominant. Français, il a eu, parmi les réponses les plus cinglantes, celle de Benjamin Stora, qui était son Sherpa, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans cela. Sherpa historique. Dans la réconciliation des mémoires. Et donc ça, c'est clairement une faute. La partie où il déplore le fait que Abdelmadjid Tebboune ne soit pas réellement un interlocuteur, qu'il soit prisonnier d'un système dur, etc., c'est une partie qui répond à son problème du présent, parce qu'il a beaucoup investi dans un partenariat aux dépens d'ailleurs, nous lui avons fait le reproche, l'ambassadeur de France est venu sur Radio 1 pour expliquer que ce n'était pas tout à fait le cas, aux dépens des aspirations démocratiques du peuple algérien, du Hirak, parce qu'il avait laissé entendre qu'il fallait faire confiance à Tebboune pour qu'il nous conduise sur le chemin de la réforme, etc. Et que le Hirak, peut-être qu'il n'entraînait plus l'arrière-pays, la ruralité algérienne, et je pense qu'à cette occasion-là, il a dû avoir Kamel Daoud comme conseiller, Kamel Daoud qui est tout à fait légitime pour l'être, puisqu'il est citoyen français, comme chacun le sait. Et donc, il ne s'est pas trompé sur la deuxième partie. Sur la deuxième partie, il a exprimé un véritable dépit. Mais il l'a exprimé dans un langage il nous a causé du tort, parce qu'à chaque fois en parlant de l'histoire et de la nation, etc., il a donné la possibilité de rejouer sur cette rente mémorielle. Nous, on est tranquille dans nos baskets d'Algériens, on sait qu'on vient de très loin. Et j'ai beaucoup aimé la réplique de Abdelaziz Rahabi, qui avait dit que cette nation-là avait des éléments d'histoire profonde, d'anthropologie qui la soudent, et on se sent soudés, y compris avec les gens de la Hagar aujourd'hui, et pas seulement à travers notre berbérité, etc. On est plutôt tranquille par rapport à cela. Ça fait quand même 60 ans qu'on est indépendant. Sur l'autre partie, il s'est passé quelque chose. Sur l'autre partie, pour la première fois, dans la relation entre l'Algérie et la France, on a quelque chose qui, à mon avis, fait que ça ne sera plus jamais tout à fait pareil.
À partir de Paris, on a considéré le système algérien tel qu'il était. Ça, on ne peut pas le cacher, tel qu'il était, c'est-à-dire un régime militaire qui tient en otage une façade civile. Et je finis sur cet aspect parce que ça me touche beaucoup. Quand on veut analyser, quand on veut approcher, quand on veut traiter ce dossier-là, aujourd'hui, on est obligé de se référer au canal du Quai d'Orsay et de l'Élysée qui passe par le monde. Et donc, les éléments de dépit qui ont fait que Emmanuel Macron on est arrivé à cela, on les lit sur la presse française. On ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. On a tellement détruit l'écosystème des médias algériens qu'aujourd'hui, la Mamra ou la présidence, si on travaille encore au palais d'El Mouradia, n'est pas capable de nous donner, de doter les médias algériens d'une lecture algérienne de cette crise, avec des éléments que nous, peut-être, on ne connaît pas. Et donc, on lit Le Monde pour savoir pourquoi l'Élysée redobe à la Macron. Et on comprend qu'il y a le Mali, on comprend qu'il y a Alexandre Dumas et qu'il y a la nomenclature algérienne qui fait excessivement pression, mais qu'en retour, quand il y a des sollicitations du côté français, on n'y répond pas. On comprend qu'au niveau économique, peut-être qu'on n'a pas beaucoup aimé le non-renouvellement des concessions des boîtes françaises qui sont sur l'eau, sur l'aéroport, le métro d'Alger, etc. Qui n'ont pas été récupérés par les autorités algériennes. Absolument. On a la lecture française. On n'est pas aujourd'hui en mesure de construire un telling story algérien parce qu'on a... Je ne vais pas citer ce ministre de la Communication dont on a parlé beaucoup cette semaine-là parce que je vais encore peut-être dire des méchancetés, mais on a tellement combattu les contenus algériens qu'on se rencontre aujourd'hui quand on a besoin d'avoir des contenus indépendants pour développer un point de vue algérien sur la crise avec le Maroc, sur la crise avec la France. On n'a que l'Itima et les chaînes qui suivent et ce n'est pas crédible, les Algériens n'y croient pas. Quand on monte dans un taxi, quand on va dans une boulangerie, etc., on entend un contre-discours complet. Il y a aujourd'hui des Algériens qui pensent que les camions ont été bombardés sur le territoire algérien et il y a des Algériens qui pensent que l'ambassadeur d'Algérie, en fait, c'est du fake. Il est toujours à Paris parce que Alger n'est pas en mesure de prendre cette décision. Ce qui est faux. Antar Daoud travaille en ce moment à Alger. Je l'ai croisé dans un dîner de la Cassie. Il fait son travail d'ambassadeur à Paris parmi la diaspora algérienne qui est rentrée pour cet événement-là. Bon, l'ambassadeur français, lui, il est ici, il a été un événement économique cette semaine, et il y a une asymétrie des formes. Mais le discours officiel, dire on a rompu, les avions français ne survolent plus le territoire algérien, l'opinion algérienne n'y croit pas. N'y croit pas, les médias algériens, parce que les médias, les vecteurs de cela, nous on peut dire que c'est le cas, c'est vrai. Mais ces contenus-là sont réprimés dans le lot de la répression. Jafar Lakhdari, Abdelmajid Tebboune a dit « Je ne serai pas le premier à faire le premier pas envers le président français ». Est-ce qu'on peut considérer que les déclarations d'Emmanuel Macron hier sont le premier pas envers le président algérien? En tout cas, c'est probablement l'intention qu'il y a derrière. Mais enfin, bon, il ne faut pas oublier, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont deux pays qui sont amenés à entretenir des relations très très proches pour des milliers de raisons que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Donc des incidents comme ceux-ci ont émaillé la relation franco-algérienne depuis longtemps. Bon, celle-ci était peut-être un peu plus vive, et encore, les commentaires, comme vient de le dire Yassine, sont largement partagés par pratiquement tout le monde aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus grand monde qui nierait en tout cas l'analyse que fait Macron incidemment sur le système politique. En revanche, effectivement, la question de la nation, effectivement, c'était donné, parce que je pense que Macron n'a pas la connaissance du débat sur la question nationale en Algérie, et qu'il a été probablement mal conseillé, c'est même une certitude. Je ne pense pas que ce soit Stora qui l'ait briefé sur cette question. Et donc il ne sait pas qu'effectivement, c'est l'un des débats fondamentaux à la base du mouvement national algérien. Le thème c'était que nous étions une nation sans État et que voilà, il y avait une construction derrière et que ce n'était pas propre à l'Algérie. La moitié des pays d'Europe en 1830 étaient dans cette situation, etc. Bon, ça renvoie aussi à un mythe qui est en France sur des nations naturelles qui remonterait pratiquement au Moyen-Âge. Bon, tout ça, ce sont des récits mythiques qui renvoient à des récits mythiques. Donc, c'était effectivement extrêmement maladroit. Je vous rappelle qu'en France, on pense par exemple à la nation française. Pour certains, hein, pour le courant nationaliste, ils vous la font remonter au baptême de Clovis. Bon, ce qui, pour les historiens sérieux, est une foutaise. Mais voilà, c'était effectivement. Je ne pense pas que d'abord que c'était destiné à être publié. Bon, ça l'a été.
Et donc il faut, je pense, bien séparer ces deux aspects du discours. Pour ce qui concerne l'Algérie, bon, je pense que la nation algérienne qui effectivement est critiquée, y compris d'ailleurs dans le cadre de la tension algéro-marocaine, on a souvent au Maroc ce type de commentaires sur la supposée nation algérienne. La nation algérienne est suffisamment sûre d'elle-même et de son histoire pour ne pas avoir besoin de répondre à ces attaques. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, nous menons notre propre débat et notre propre construction politique. Nous sommes engagés. Maintenant, la question nationale, elle est parfaitement fondée. Maintenant, c'est la construction politique. C'est ça le but de l'étape historique, parce qu'effectivement, l'État national algérien est récent. Et nous sommes en train de le consolider à travers un processus démocratique. Après, s'il y a des commentaires ici et là, ma foi, ça nous touche assez peu. Et si les relations s'améliorent, est-ce que vous pensez que les autorités vont renoncer à cette vague de propagation de l'anglais? Parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise avec la France, on dit qu'on va enlever le français, qu'on va tout rendre en anglais. Est-ce que vous y croyez à cette campagne? Abdellah Benadouda a fait un joli post hier en disant que voilà, ça s'arrange entre la France et l'Algérie, on va arrêter de traduire les plaques du français à l'anglais. Donc est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas une question de langue en fin de compte, parce que Alexandre Dumas disait que la langue n'est pas une civilisation. C'est un cumul d'une histoire, c'est un cumul de cultures, c'est d'expériences sociétales, politiques. Un butin de guerre, disait Kadhafi. À la fois, c'est un butin de guerre. Je suis d'origine berbérophone, je n'ai aucun complexe de parler en arabe, ni en français, ni probablement en anglais. Est-ce que ça dénote de ma volonté de nier l'autre? Quand on veut construire politiquement l'avenir d'une nation, effectivement, la construction politique et démocratique d'une nation ne peut pas se faire sans construction culturelle. En fin de compte, c'est une richesse que de parler français, que de parler japonais, que de parler hébreu et arabe en même temps. Ces clichés, cette tendance, كما الهضره تاع لا رو رجله لا ديبلوماسي تاعنا ولات رجله السياسه تاعنا ولات رجله l'investissement تاعنا ولات رجله tout passe par le concept اللي عنده شلاغم هذاك المستشفى c'est vraiment c'est une décadence réellement que de parler de changer une langue, mais ça va changer en quoi réellement? Dans la vie sociale des Algériens, dans la misère sociale que traverse l'Algérie, dans la construction démocratique politique que le régime refuse aux Algériens, dans l'existence elle-même de l'Algérien, dans sa dimension maghrébine, amazigh, européenne, méditerranéenne et africaine. Parce qu'on est situé dans une région qui appartient à 4 dimensions réellement. On a la dimension maghrébine, qui est la dimension de la profondeur. Et nous avons existé avant les Kilimanjaro, les Amazirs. Nous avons cette dimension du monde arabe. Je n'ai aucun complexe d'aimer Fayrouz ou Marcel Khalifa ou Taha Hussein. La dimension africaine et la dimension méditerranéenne. Si le régime, si la société civile, la classe politique se penche, l'avenir de l'Algérie, c'est réellement ça. C'est ça, être ouvert économiquement, politiquement, mais aussi diplomatiquement. Alors, bien sûr, toutes ces crises avec beaucoup de pays ne nous empêchent pas de parler de la situation intérieure en Algérie. Nous sommes en campagne électorale pour les élections locales, mais aussi la situation des droits de l'homme n'est pas en train de s'améliorer. Vous êtes vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il y a près de 300 détenus d'opinion en ce moment en Algérie. Aucun n'a été concerné par la grâce présidentielle du 1er novembre dernier. On continue d'arrêter les gens, comme par exemple Deila Touet est toujours harcelée. Elle a encore été arrêtée 2 fois à Mostaganem. On ne voit pas le bout du tunnel en tant que Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous voyez que la situation s'améliore ou que c'est le statu quo aujourd'hui en matière d'interpellation et de libération? Je dirais que c'est un sale temps pour les droits de la personne humaine en Algérie. Pourquoi? Et ça depuis pratiquement mars 2019 à nos jours. Mais avant ça, tout à l'heure, on a évoqué la question de la justice transitionnelle, qui est un concept très important, qu'il faut ouvrir ce chapitre et ce mécanisme juridique et politique à la fois, qui va permettre aux Algériens,
de se réconcilier avec son histoire. Depuis l'indépendance du pays à nos jours, tous les magistrats et tous les avocats, les praticiens du droit, mais aussi les observateurs, les journalistes et les hommes politiques s'accordent à dire qu'on n'avait jamais eu une justice indépendante en Algérie. Alors même, je dirais aujourd'hui, effectivement, il y a près de 300 détenus du Hirak, mais aussi, il faut dire qu'il y a 32 ou 34 généraux qui sont au tribunal militaire pour des affaires fomentées ou la réelle à l'occasion d'une situation de rendement de compte. Il y a aussi des ministres de l'État qui sont en prison. Est-ce que le mécanisme de la justice algérienne actuellement permet ce procès équitable? Pour vous, ces ministres et ces généraux sont aussi victimes d'injustice? Dans le contexte actuel, oui. Tous ces généraux, tous ces ministres, tous ces activistes du Hirak, tous ces journalistes, tous ces avocats, du 22 février 2019 à nos jours, la justice est devenue l'instrument, le levier par excellence du régime algérien. Du coup, on ne peut pas imaginer Lyoum, Qaïdé, il vient d'être démis de ses fonctions. Ça ne va pas vous étonner, dans une semaine, on va entendre que sa maison était perquisitionnée. On a vu ça avec l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense qui est en prison. Éventuellement, effectivement. Ça ne va pas nous étonner, rien à lui qui était un des barons les plus appréciés, un des décideurs, un des membres très influents de l'état-major. Donc, la question de la justice est liée directement au contexte politique, ça du 22 février à nos jours. Mais avant ça, il faut se rappeler des années noires, des années du terrorisme, des années 90. Il faut se rappeler de 2001, il faut se rappeler des années 80, il faut se rappeler de 63. Est-ce que toutes ces stations qui ont traversé le pays dans le combat de la construction politique, démocratique à la fois, on a eu des procès équitables? Aucun dossier n'a été élucidé. Et ce n'est pas pour aujourd'hui qu'on va dire, on va se réveiller et dire que la justice n'est pas indépendante. La justice n'a jamais été indépendante. Vous savez, je décris la justice avec deux manières. On a une justice qui fonctionne d'une manière horizontale et une justice qui fonctionne d'une manière verticale. Horizontale, sur une question de délimitation de parcelles de terrain, la justice va être équitable. Pourquoi? C'est basé sur des expertises, sur un rapport d'experts. C'est une justice équitable. Il n'y a aucun problème. Mais dès que tu montes d'un cran entre un président d'APC et quelqu'un qui travaille dans cet APC, qui est syndiqué, dès qu'il y a ce conflit qui se présente devant la justice, il n'y a plus de justice. On voit le grade que tu as dans la société, ton portefeuille dans la société, tes influences dans la société. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui des droits de la personne humaine ou là de la protection, de la promotion de ces droits quand il n'y a pas de droits et de libertés fondamentales. Yasser Qadi, près de 300 détenus d'opinion, parmi eux beaucoup de journalistes, notamment Mohamed Moulouj de Liberté, qui a été entendu cette semaine par le juge d'instruction. Il y a aussi notre confrère Hamid Romalassa, qui heureusement n'est pas détenu, mais dont le procès a été repoussé au 15 décembre prochain. C'est-à-dire qu'on ne voit toujours pas le bout du tunnel, surtout lorsqu'il y a eu absence de grâce en leur faveur. Je crois qu'on s'est beaucoup trompé sur la capacité du régime de l'Algérie nouvelle, enfin le régime Tebboune Chingriha, de s'émanciper de recours à la répression. On s'est dit que, en gros, ils allaient occuper la case de la présidence, rétablir un équilibre avec une constitution qui maintient l'essentiel des prérogatives exorbitantes de l'exécutif et de la présidence, et puis après revenir un peu à une situation de gestion qui respecte la base, qui tient compte de la volonté un petit peu quand même de changement démocratique de la société, mais de l'apaisement. Voilà le mot. On est resté dans le 5 juillet ou le 4 juillet, la déclaration d'Ahmed Ghahel Saleh consécutive au discours du 3 juillet de Ben Saleh, président de la transition, qui disait pas de mesures d'apaisement. Voilà. Et on est toujours dans cette. Pourquoi? Je crois que profondément le régime pense que si jamais il ouvre, il se met en difficulté. Il ouvre, c'est quoi? C'est juste respecter un petit peu plus le droit et les libertés. Parce qu'on a parlé des détenus, ce qui est choquant. Moi, j'en profite pour rappeler que
Nabil Mellah, directeur de Mérina, est en prison. C'était le Depuis sponsor 190 jours aujourd'hui. 190 jours, Nabil Mellah, qui a été arrêté, non pas pour des affaires d'économie, mais parce qu'il interpellait sur le secteur de la pharmacie et les politiques publiques et qu'il était engagé pour la liberté de la presse. Donc on a cité les arrestations et les détentions tout à fait illégales, mais il y a aussi tous les processus de retour à avant, non pas seulement le 22 février 2019, mais avant octobre 88. Le PST est menacé de suspension, l'UCP de Louis-Ahnoun, Zoubida Assoul me le pardonnera, est menacé de dissolution. Raj a été dissous. On est dans un processus, et il y a plein de procédures de ce type-là, on est dans un processus de fermeture complète du champ d'expression politique qui est aujourd'hui consubstantiel à l'existence du régime. C'est-à-dire que le régime pense qu'il ne peut exister qu'en faisant cela. La question peut se poser, est-ce qu'il lui est arrivé de s'imaginer diriger sans avoir besoin de recourir à cet instrument de la répression? Je pense que les signaux qui lui ont été envoyés par le peuple algérien à l'occasion des différents rendez-vous électoraux, ce sont des signaux qui lui ont fait peur et qui l'ont encore rendu plus dépendant de la répression. Il y a même des journalistes qui ont dit que si le régime voulait avoir tous les Algériens de son côté dans ce conflit larvé avec le Maroc, il fallait libérer tout le monde. Jafar Lardari, vous êtes d'accord? Alors, attendez, moi je rebondis sur ce que vient de dire, parce que, effectivement, si vous voulez, les régimes qui ont besoin de maintenir une chape de plomb sur l'expression autonome de la société sont des régimes qui ont une forte idéologie, notamment les régimes totalitaires, effectivement. Ils ne peuvent pas tolérer une digression parce que sinon, effectivement, tout s'effondre. Ce n'est pas le cas du régime algérien. C'est la raison pour laquelle il a pu parfaitement s'accommoder ces 20-30 dernières années d'une relative liberté d'expression, d'association, etc., sans que les fondamentaux soient remis en cause. Donc on a du mal à comprendre, dans la mesure où la contestation... bien entendu, il n'y a toujours pas de doctrine officielle. On voit mal d'ailleurs où est-ce qu'on pourrait en trouver. Mais bon, passons. On voit mal pourquoi, aujourd'hui, s'exerce cette répression sur un mouvement qui a montré son caractère pacifique, ses objectifs parfaitement conformes aux intérêts nationaux. Quand on parle de causalité externe, etc., le Hirak, d'ailleurs, ça a obligé le régime à séparer artificiellement le Hirak entre le Hirak béni et l'autre Hirak. Et maintenant, on arrive même à l'extrémité où il y a, on dit le Hirak, c'est moi. Bon, d'accord. Mais on est dans une situation qui effectivement, n'a aucun sens. Parce que, y compris d'ailleurs par rapport à l'image qu'il veut donner à l'extérieur, il pourrait parfaitement retourner à la situation ex-ante, en gros celle qui existait à l'époque de Bouteflika, où il y avait une certaine tolérance dans l'expression, etc., sans que ça change fondamentalement la donne. Moi, je pense qu'effectivement, il y a ce que vient de dire Yassine, et il y a aussi un malaise, une crise interne à l'intérieur du système, qui fait que c'est la partie la plus autoritaire, la plus dure, qui aujourd'hui fait valoir son point de vue, même s'il est en décalage avec la réalité. Merci. Et on est tranquille parce que cette partie-là a été incarnée par Mohamed Qaïdi. Maintenant qu'elle a été visiblement débarquée, on va avoir une ouverture. Est-ce que c'est le cas? Je pense Attention, que c'est du deuxième degré. Oui, bon, d'accord, je compte sur Khaled pour dire bien sûr. Et juste un point, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la question du français, qui est assez, ces réactions épidermiques sont bien entendu ridicules. Le français, comme le disait Yassine, c'est un legs important. Peut-être le plus important de tout ce qu'on... Et malheureusement, nous nous sommes tirés une balle dans le pied en détruisant méthodiquement ce legs. Malgré tout, il y a aujourd'hui un tiers de la population qui est francophone en Algérie. C'est toutes les évaluations le disent et le confirment. La plus grande partie de la production intellectuelle algérienne, qu'elle soit littéraire ou scientifique, est francophone. Et même si on la regarde sur le temps long, la quasi-totalité de l'expression culturelle algérienne est francophone. Donc si vous supprimez le français, mais que reste-t-il? Pas grand-chose, en réalité, en termes de legs. Donc, alors, le français est de facto une langue nationale. Il n'est pas de jure, il n'est pas juridiquement. Peut-être que dans un futur lointain, on pourra envisager de corriger ça, c'est-à-dire d'intégrer cette réalité. Mais ce qui est certain, c'est que l'intérêt de l'Algérie, notamment dans sa place en Afrique, on est entouré par des pays francophones, je vous le rappelle. Aujourd'hui,
on considère qu'il est extrêmement important et stratégique, et c'est vrai, de relancer nos relations avec cette Afrique-là. Mais c'est une Afrique francophone. Si nous nous coupons complètement de cet héritage, eh bien, nous aurons des difficultés extrêmes au niveau des opérateurs à pouvoir nous déployer dans cet environnement. Merci Javad Akhdari, merci Hassan Qadim, merci Issa Rahmoun d'avoir été les invités du Café Presse Politique. Nous rappelons toujours à la fin de cette émission notre solidarité avec tous les détenus d'opinion, notamment les journalistes emprisonnés Mohamed Moulouj, Messoud Jinnah et Hassan Bourras. Aussi notre solidarité avec les deux journalistes marocains toujours en détention, Omar Radi et Slimane Raissouni. Une journaliste a été assassinée aujourd'hui, c'est une journaliste yéménite, Rasha Abdallah Harazi, dans l'explosion de sa voiture. Et pour vous dire à quel point le métier de journaliste reste très dangereux dans les pays d'Afrique et du monde arabe. Merci à vous pour votre fidélité et à mercredi prochain.